Bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Bonjour à tous. Bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous allons vous raconter 7 des récits d'horreur les plus troublants jamais documentés, issus des forêts des montagnes Cascades, où les bois anciens abritent des mystères qui défient toute explication rationnelle. Il ne s'agit pas de fiction ou de légendes racontées autour d'un feu de camp. Ce sont des témoignages authentiques de gardiens de parcs, d'arpenteurs, de randonneurs et de professionnels de la nature, qui ont rencontré quelque chose dans ces forêts sombres qui a à jamais changé leur perception de la réalité. Chaque histoire a été méticuleusement compilée à partir de rapports officiels, d'entretiens avec des témoins et de preuves documentées qui ne peuvent être facilement écartées. Les cascades s'étendent sur des centaines de kilomètres de nature sauvage et isolée, où des disparitions restent inexpliquées et où des phénomènes continuent de se produire, que la science ne peut expliquer. Si vous êtes attiré par des récits d'horreur authentiques, ancrés dans la réalité documentée, abonnez-vous à Dossier Enfoui et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enquêtes sur l'inexpliqué. Après avoir entendu ces récits profondément troublants ce soir, partagez vos propres expériences avec l'inconnu dans la section des commentaires ci-dessous, car nous savons que beaucoup d'entre vous ont leurs propres histoires qui méritent d'être racontées. Maintenant, installez-vous confortablement, baissez les lumières et préparez-vous à descendre dans les ténèbres qui habitent les profondeurs des forêts des Cascades. Aurora guidait des randonnées dans les Cascades du Nord depuis 8 ans. Elle connaissait chaque kilomètre du sentier de Cascade Pass, chaque virage, chaque point de vue où les touristes s'arrêtaient pour reprendre leur souffle et photographier les pics déchiquetés. Les douglas et les cèdres rouges de l'ouest qui bordaient le sentier étaient comme de vieux amis pour elle, leurs troncs massifs et leurs branches étendues aussi familiers que les pièces de sa propre maison. Elle avait guidé des familles avec de jeunes enfants, des couples âgés célébrant leurs anniversaires, et des aventuriers solitaires en quête de solitude dans la nature. En toutes ces années, à travers chaque saison et chaque type de temps, elle n'avait jamais vécu quoi que ce soit qui ébranle sa confiance en ces montagnes. Cela allait changer de manière inimaginable. Tout commença par un email à la fin du mois d'octobre, alors que la saison touristique touchait à sa fin et que les premières neiges commençaient à saupoudrer les altitudes les plus élevées. Un homme nommé Nicolas contacta Aurora via le site web de son service de guidage. Il voulait l'engager pour une randonnée privée vers une prairie alpine isolée près de Cascade Pass, un endroit qu'il avait vu sur de vieilles photographies des années 1970. Il offrit le double de son tarif habituel et insista sur le fait qu'il devait atteindre cet endroit précis avant que les neiges hivernales ne le rendent inaccessible. Quelque chose dans l'urgence de son message donna à Aurora une pause. Mais l'argent était bon, et elle se faisait un point d'honneur d'accommoder les demandes de ses clients. Elle accepta de le rencontrer au départ du sentier de Cascade River Road à l'aube, 3 jours plus tard. Nicolas arriva exactement à l'heure, au volant d'une voiture de location immatriculée dans l'Oregon. Il avait la quarantaine, assez en forme pour la randonnée, mais avec une énergie nerveuse qu'Aurora trouva dérangeante. Il regardait constamment par-dessus son épaule pendant qu'ils préparaient leur sac, scrutant le parking vide comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un d'autre. Lorsqu'Aurora lui demanda s'il attendait d'autres partenaires de randonnée, il secouait rapidement la tête et disait qu'il devait partir immédiatement. Le soleil commençait à peine à teinter le ciel oriental d'une lumière orange pâle lorsqu'ils se mirent en route, leur lampe frontale encore nécessaire dans la forêt sombre. Les 2 premiers kilomètres se déroulèrent sans incident. Aurora maintint son rythme habituel, pointant les repères et partageant des faits sur l'écosystème local. Mais Nicolas répondait à peine. Il marchait la tête baissée, les mains agrippant les bretelles de son sac, respirant plus fort qu'il ne l'aurait dû sur ce terrain relativement facile. Aurora avait déjà guidé des randonneurs anxieux, des personnes craintives des ours ou inquiètes de leur endurance physique, mais cela semblait différent. Nicolas dégageait une peur spécifique, celle qui vient de la connaissance plutôt que de l'imagination. À 3 km du départ, là où le sentier émerait de la forêt dense pour entrer dans une zone plus ouverte de prairies subalpines, Aurora remarqua quelque chose qui la figea sur place. La forêt était devenue complètement silencieuse. Aucun oiseau ne chantait dans les branches. Aucun vent ne murmurait dans les aiguilles des sapins de montagne. Aucun petit animal ne fuyait dans les sous-bois. Seuls leurs pas sur le sentier de terre battue et leur respiration dans l'air raréfié des montagnes. En 8 ans de guidage, Aurora n'avait jamais connu un silence aussi absolu dans ces bois. Même en plein hiver, il y avait des sons, les corbeaux qui croassaient, les branches qui craquaient, le chuchotement de la neige tombant des branches surchargées. Nicolas l'avait remarqué aussi. Il s'arrêta de marcher et fit lentement un tour sur lui-même. Son visage était pâle malgré l'effort de la montée.
Aurora était sur le point de suggérer une pause pour boire quand Nicolas pointa soudainement quelque chose hors du sentier. Un immense sapin de l'ouest se dressait à environ 30 mètres sur leur droite, son tronc faisant facilement 2 mètres de diamètre, assez vieux pour avoir poussé lorsque les premiers colons blancs étaient arrivés dans les cascades. Gravés dans son écorce se trouvaient des symboles qu'Aurora n'avait jamais vus auparavant. Pas des initiales ou des cœurs que les randonneurs imprudents gravaient parfois dans les arbres malgré les règlements du parc. Il s'agissait de motifs géométriques complexes, des cercles dans des cercles, des lignes qui se courbaient et s'entrecroisaient de manière à faire mal aux yeux si on les regardait trop longtemps. Les entailles étaient assez fraîches pour que la sève suinte encore des blessures dans l'écorce, coulant en larmes ambrées et collantes. Aurora s'approcha de l'arbre lentement, son entraînement de guide prenant le dessus sur son malaise. Le vandalisme dans un parc national était une affaire sérieuse qui devait être documentée et signalée. Elle sortit son téléphone pour prendre des photographies, mais l'écran refusait de faire la mise au point correctement. Chaque image sortait floue, les symboles indistincts, peu importe le nombre de tentatives. Nicolas ne la rejoignit pas près de l'arbre. Il resta sur le sentier, fixant la forêt avec une expression qui ressemblait presque à de la reconnaissance, comme s'il s'était attendu à trouver exactement cela. C'est alors qu'Aurora aperçut le deuxième arbre. Un autre sapin, celui-ci à environ 50 mètres plus profond dans la forêt, marqué de symboles identiques. Et au-delà, à peine visible à travers la végétation, un troisième arbre. Les symboles formaient une piste menant loin du sentier balisé, plus profondément dans la nature sauvage, vers des zones où Aurora savait qu'il n'y avait pas de routes établies, seulement des ravins escarpés, des arbres morts et un terrain trop accidenté pour un voyage sans équipement spécialisé. Elle se retourna vers Nicolas et le trouva déjà en train de marcher vers les arbres marqués. Aurora l'appela pour qu'il s'arrête, qu'il devait rester sur le sentier, qu'elle était obligée de signaler le vandalisme au gardien de parc avant de continuer. Mais Nicolas ne s'arrêta pas. Il avançait avec une détermination soudaine, comme s'il avait attendu ce moment, comme si les arbres marqués étaient exactement ce qu'il était venu chercher. Aurora devait faire un choix. Le laisser partir seul dans un terrain dangereux ou le suivre et essayer de le ramener en sécurité. Son sens des responsabilités en tant que guide l'emporta sur son sentiment croissant de malaise. Elle se précipita derrière lui, sortant sa radio de sa ceinture pour appeler le poste des gardiens. La radio grésilla avec des parasites, mais aucune voix ne répondit, bien qu'il soit bien à portée du répéteur le plus proche. Les symboles les guidèrent à travers un terrain de plus en plus difficile. Aurora dut aider Nicolas à franchir des troncs d'arbres tombés et le guider à travers des touffes de Devil's Club, leurs tiges épaisses couvertes d'épines vicieuses. Le silence persistait, oppressant et contre nature. Le cœur d'Aurora battait violemment dans sa poitrine, et ce n'était pas à cause de l'effort. Chaque instinct lui hurlait de faire demi-tour, de retourner sur le sentier, de sortir de ses bois. Mais Nicolas avançait avec une détermination maniaque, s'arrêtant à peine pour reprendre son souffle. Aurora lui attrapa le bras et l'arrêta physiquement, exigeant de savoir ce qu'il cherchait, pourquoi il l'avait vraiment engagé, ce qu'il savait de ses symboles. Nicolas la regarda enfin avec des yeux emplis d'un mélange de désespoir et de résignation. Il dit qu'il était déjà venu ici 15 ans plus tôt avec 3 amis. Ils avaient trouvé quelque chose dans ces bois, quelque chose qui ne devrait pas exister. Ses amis avaient voulu en parler aux gens, revenir avec des caméras pour prouver ce qu'ils avaient vu. Nicolas avait été le seul à vouloir partir et ne jamais revenir. Ses 3 amis étaient revenus sans lui une semaine plus tard. Personne ne les avait jamais revus depuis. Leur voiture avait été retrouvée au départ du sentier. Leur équipement n'avait jamais été récupéré. L'opération de recherche et de sauvetage avait duré des semaines, mais n'avait rien donné. Aucune trace, aucun indice. Juste 3 personnes qui avaient disparu dans les cascades comme si elles n'avaient jamais existé. Avant qu'Aurora ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse assimiler ce que Nicolas venait de lui dire, ils traversèrent un épais bosquet de jeunes sapins et émergèrent dans une clairière. Les arbres formaient un cercle parfait, leurs troncs équidistants les uns des autres, poussant dans une formation qui ne pouvait pas être naturelle. Le sol était de la terre nue. Pas de végétation basse, pas d'aiguilles tombées, rien que de la terre lisse. Et debout dans la clairière, disposés en cercle et faisant face vers l'intérieur, se trouvaient 7 figures vêtues de capes à capuchon. Elles étaient complètement immobiles. Aucune respiration, aucun mouvement de tissu dans la brise qui avait enfin commencé à souffler à nouveau. Les capes étaient en tissu gris foncé, lourd et ancien. La première pensée d'Aurora fut qu'ils étaient tombés sur une sorte de cérémonie ou de rituel, et sa deuxième pensée fut de s'excuser et de reculer.
Mais elle remarqua alors les détails qui glacèrent son sang. Les figures ne projetaient aucune ombre malgré le soleil du matin filtrant à travers les arbres. L'herbe n'était pas écrasée sous leurs pieds. Elle se tenait à 1 centimètre au-dessus du sol, flottant de manière impossible. Nicolas attrapa le bras d'Aurora si fort qu'il en laisserait des bleus. Il chuchota qu'ils devaient partir immédiatement, tout de suite, pas en revenant sur leurs pas, mais dans une autre direction. Mais Aurora resta figée, incapable de détourner le regard des figures, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. C'est alors que les figures bougèrent. Elles ne tournèrent pas la tête. Elles ne pivotèrent pas leur corps. Un instant, elles faisaient face vers l'intérieur du cercle. L'instant suivant, elles faisaient face vers Aurora et Nicolas, comme si elles avaient simplement existé dans les deux positions simultanément, sans transition de mouvement entre les deux. Les capuchons étaient profonds et sombres, et Aurora savait instinctivement qu'elle ne voulait pas voir ce qui se trouvait en dessous. Mais le soleil du matin avait changé de position, et la lumière tomba sur le visage de la figure la plus proche. Il n'y avait rien là. Pas un visage caché dans l'ombre, mais rien du tout. Le capuchon encadrait une absence, un espace où des traits auraient dû être, mais ne l'étaient pas. Un vide qui semblait absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. L'esprit d'Aurora luttait pour comprendre ce que ses yeux lui rapportaient. Le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter l'image d'une personne sans visage, sans traits, juste un vide là où un être humain devrait être. La dissonance lui causa une douleur physique, une pointe aiguë de pression derrière ses yeux qui la fit halter. Ce halètement sembla être un signal. Les figures se dirigèrent vers eux, non pas en marchant, mais en glissant, réduisant la distance à une vitesse impossible. Nicolas tira Aurora en arrière et ils coururent. Les branches leur déchiraient le visage et les mains. Les racines essayaient de les faire trébucher. La forêt était devenue un labyrinthe d'obstacles qui semblait les atteindre délibérément. Derrière eux, Aurora pouvait entendre quelque chose les suivre. Pas des pas, pas de respiration, juste une présence, un déplacement d'air, quelque chose de massif se déplaçant à travers les arbres. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois. L'entraînement et la connaissance du terrain d'Aurora furent abandonnés dans une fuite paniquée. Nicolas tomba 2 fois, et à chaque fois, Aurora le releva et le poussa vers l'avant. Ils coururent jusqu'à ce que leurs poumons brûlent et que leurs jambes tremblent. Ils coururent jusqu'à ce qu'Aurora ne sache plus où ils étaient ni quelle direction menait au sentier. Puis, aussi soudainement que le cauchemar avait commencé, ils émergèrent sur le sentier de randonnée balisé. Le sentier de Cascade Pass s'étendait devant eux, solide, réel et normal. Le silence terrible avait disparu. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Un marmotte siffla depuis les rochers au-dessus. Le monde avait retrouvé son sens. Aurora et Nicolas s'effondrèrent sur le sentier, haletants. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Lorsqu'Aurora eut enfin assez d'air pour utiliser sa radio, elle fonctionna parfaitement. Son appel au poste des gardiens passa clairement. Elle indiqua leur position et dit qu'ils sortaient immédiatement en raison d'une situation d'urgence. Elle n'essaya pas d'expliquer quel genre d'urgence. Elle savait comment cela sonnerait. Ils atteignirent le départ du sentier en un temps record, descendant presque en jogging malgré leur épuisement. Aurora les conduisit tous les deux au poste des gardiens, où elle fit son rapport. Elle leur parla des symboles gravés dans les arbres, de la clairière avec les figures, de la course à travers la forêt. Les gardiens écoutèrent avec une courtoisie professionnelle, mais Aurora pouvait voir le scepticisme dans leurs yeux. Ils pensaient probablement qu'elle et Nicolas avaient mangé des champignons ou subi une crise de panique collective, mais ils acceptèrent d'envoyer une équipe pour enquêter. 6 heures plus tard, l'équipe d'enquête revint. Ils n'avaient trouvé aucun arbre gravé, aucun symbole, aucune clairière avec des arbres en cercle parfait. Les coordonnées GPS qu'Aurora avait fournies menaient à une forêt dense sans signe de présence humaine, sans perturbation de la végétation basse, sans indication que quiconque ait été là. Les gardiens suggérèrent gentiment que l'altitude et l'effort avaient pu causer de la confusion, que l'esprit humain peut jouer des tours dans des situations stressantes, qu'Aurora devrait peut-être prendre un peu de temps loin du guidage. Nicolas partit immédiatement après avoir fait sa déposition. Il ne dit pas au revoir à Aurora. Il monta dans sa voiture de location et s'en alla, et elle ne reçut plus jamais de ses nouvelles. Elle essaya de le retrouver des semaines plus tard, en cherchant l'adresse email qu'il avait utilisée pour la contacter, mais le message revint comme invalide. Le numéro de téléphone qu'il avait fourni était déconnecté. C'était comme si Nicolas lui-même avait été effacé. Aurora continua à guider des randonnées dans les cascades. Elle avait des factures à payer et une réputation à maintenir.
Elle se disait que c'était le mal de l'altitude, la déshydratation ou une rupture psychologique causée par le stress. Elle se disait cela parce que l'alternative était impossible. Mais elle refusait désormais d'emmener des clients hors des sentiers balisés, peu importe ce qu'ils offraient de payer. Elle restait sur les chemins entretenus, sur les routes qui apparaissaient sur les cartes officielles du parc, dans les endroits où des centaines d'autres randonneurs marchaient chaque jour. Elle voyait encore parfois les symboles, dans les motifs de l'écorce des vieux arbres, dans la façon dont les ombres tombaient sur les pierres. Son esprit essayait de trouver ses formes partout maintenant, comme si les avoir vues une fois avaient ouvert une porte dans sa perception qui ne pouvait plus se refermer. Et la nuit, lorsque le sommeil l'emportait plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu, Aurora rêvait de cette clairière. Elle rêvait de se tenir au centre de ce cercle, avec les 7 figures l'entourant. Dans ses rêves, elle pouvait voir ce qui se trouvait sous les capuchons. Elle voyait ce qui existait dans ce vide terrible là où des visages auraient dû être. Elle se réveillait toujours avant l'aube de ses rêves, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Elle faisait du café et s'asseyait près de sa fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir au-dessus des montagnes, reconnaissante d'avoir survécu à une autre nuit. Reconnaissante d'avoir couru quand elle en avait eu l'occasion. Reconnaissante de ne pas avoir regardé plus longtemps ce qui se tenait dans cette clairière. Car une partie d'elle, celle qui la réveillait en hurlant certaines nuits, soupçonnait que les figures les avaient laissés partir. Que Nicolas avait été amené là pour voir quelque chose, pour se rappeler de quelque chose, et qu'elle n'avait été qu'un témoin malheureux. Que les cascades abritaient des espaces où les règles normales ne s'appliquaient pas, où des choses existaient qui ne devraient pas exister, où les barrières entre ce qui était possible et ce qui était impossible s'usaient dangereusement. Aurora guide toujours des randonneurs dans ces montagnes, mais elle n'emmène plus personne dans des endroits cachés. Elle reste là où les cartes indiquent de rester. Elle marche là où des milliers d'autres ont marché en sécurité. Et si des clients demandent pourquoi elle n'accepte pas de demande spéciale pour visiter des lieux isolés, elle répond simplement que le terrain est trop dangereux. Elle ne leur dit pas la vérité, que certains endroits dans ces montagnes ne veulent pas être trouvés par le genre de personnes qui reviennent. Qu'il y a des clairières dans ces bois où des figures sans visage attendent en cercle patient. Que les forêts des cascades abritent des secrets plus sombres que les ombres des vieux arbres. Des secrets qui se gravent dans le bois vivant et dans la mémoire humaine avec une permanence égale. Certaines nuits, elle pense à Nicolas et à ses 3 amis disparus 15 ans plus tôt. Elle se demande s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient lors de cette 2e visite. Elle se demande s'ils sont toujours dans ces bois, d'une manière ou d'une autre, dans cette clairière, debout dans leur propre cercle, faisant face vers l'intérieur pour toujours. Elle se demande si un jour, en guidant une randonnée, elle verra à nouveau les symboles, marquant les arbres, montrant le chemin vers un endroit où elle ne veut pas retourner, mais qu'elle ne pourra peut-être pas résister. Ce sont les nuits où Aurora ne dort pas du tout. Elle reste éveillée jusqu'à l'aube, montant la garde, s'assurant que si quelque chose descend de ces montagnes à sa recherche, elle le verra au moins arriver. Les cascades sont magnifiques en plein jour, majestueuses, purées à couper le souffle. Mais Aurora sait maintenant ce qui attend dans les espaces entre les sentiers. Elle sait ce qui se tient dans les clairières où personne n'est censé marcher. Et elle ne cessera jamais de le savoir, de s'en souvenir, de voir ces symboles gravés dans sa mémoire aussi profondément qu'ils l'étaient dans l'écorce des arbres qui ne montrent plus aucune cicatrice. Ellie était une biologiste spécialisée dans la faune, étudiant les populations de chouettes tachetées dans les forêts anciennes entourant le Mont Rainier. Elle avait passé près de 3 ans à mener des recherches sur le terrain dans certaines des zones sauvages les plus reculées des cascades, des endroits où les arbres étaient si anciens et si hauts que leur canopée créait une pénombre permanente au niveau du sol, même les jours les plus lumineux. Le travail exigeait des semaines de solitude, marchant sur des kilomètres dans des forêts sans sentier pour installer du matériel d'enregistrement audio qui capturerait les cris territoriaux de la chouette tachetée du Nord, une espèce en danger. La plupart des gens auraient trouvé l'isolement insupportable. Mais Ellie s'était toujours sentie à l'aise seule dans la nature. Elle trouvait la paix dans le silence, seulement rompu par les cris des oiseaux et le murmure du vent dans les aiguilles des douglas. La solitude ne l'avait jamais dérangée. Jusqu'à la 3e semaine sur son site de recherche en février, alors que l'hiver serrait encore les hautes terres et que la forêt était enfermée dans un silence glacé. Son protocole de recherche était simple mais exigeant. Elle randonnait jusqu'à une zone désignée, portant du matériel d'enregistrement, établissait un camp de base et passait 2 semaines à documenter l'activité des chouettes par surveillance audio. Les enregistreurs fonctionnaient en continu, capturant tout dans un rayon d'1,5 km. Pendant la journée, Ellie vérifiait l'équipement, téléchargeait les données sur son ordinateur portable et écoutait des heures d'enregistrement à la recherche du cri distinctif à 4 notes de la chouette tachetée.
La nuit, elle restait dans sa tente, analysant les données et préparant ses notes de terrain. Elle avait accompli cette routine avec succès sur une douzaine de sites différents sans incident. La forêt avait toujours été un sanctuaire, un lieu d'enquête scientifique et de beauté naturelle. Cette perception changea lors de sa 3e nuit dans le nouvel emplacement de recherche, une vallée épaisse de cèdres rouges de l'ouest et de sapins qui poussaient depuis avant que les colons européens n'atteignent le nord-ouest Pacifique. Ellie avait positionné ses appareils d'enregistrement en triangle, chaque unité à environ 200 mètres de son camp. L'équipement était sophistiqué, capable de capturer des sons trop faibles ou trop aigus pour que l'oreille humaine puisse les détecter. Le soir du 3e jour, elle était assise dans sa tente, écoutant les enregistrements de la nuit précédente avec un casque, écoutant les sons ambiants de la forêt la nuit. Principalement, c'était le silence, ponctué par le craquement occasionnel d'une branche ou le cri lointain d'un grand-duc. Puis, à exactement 2h47 du matin, selon l'horodatage, elle entendit quelque chose qui glaça ses doigts sur le clavier. Une voix, un murmure humain prononçant son nom, Ellie. Elle remonta l'enregistrement et le rejoua. La voix était claire, inconfondable, prononçant son nom lentement, comme si elle testait la sensation des syllabes. Ellie. Elle vérifia à nouveau l'horodatage, 2h47. Elle dormait à ce moment-là, seule dans sa tente, à 8 km du sentier le plus proche et à au moins 16 km de l'endroit où quiconque aurait une raison d'être. Elle se dit que ce devait être une anomalie acoustique, le vent à travers les arbres créant des sons ressemblants à la parole, l'équivalent audio de voir des visages dans les nuages. Le cerveau humain est conçu pour trouver des motifs, même là où il n'y en a pas. Mais elle écouta l'enregistrement une douzaine de fois, et à chaque fois, cela sonnait plus clairement, comme son nom murmuré par une voix humaine. Ellie dormit à peine cette nuit-là. Elle garda sa lampe frontale allumée et son téléphone satellite à portée de main, bien qu'elle sache qu'il n'y avait personne qu'elle puisse raisonnablement appeler. Que dirait-elle? Que son équipement d'enregistrement avait capté quelqu'un murmurant son nom au milieu d'une forêt où personne d'autre ne devrait être. Cela semblait absurde, même dans son propre esprit. Mais alors qu'elle était allongée éveillée dans son sac de couchage, écoutant les sons ordinaires de la forêt nocturne, elle ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé. La nature sauvage ne semblait plus neutre. Elle semblait attentive, consciente. Le lendemain, Ellie envisagea sérieusement de faire ses bagages et de partir plus tôt. Elle pouvait signaler une panne d'équipement, des préoccupations météorologiques, n'importe quelle raison acceptable pour abandonner un site de recherche avant la fin de la période d'observation complète. Mais 3 ans de travail de doctorat dépendaient de la collecte de données suffisantes, et les chouettes tachetées étaient des sujets difficiles à étudier. Abandonner un site signifiait perdre un temps de recherche précieux et décevoir les professeurs et les agences finançant son travail. Elle décida de rester, mais prit des précautions. Elle déplaça sa tente plus près de son équipement, à vue de toutes les 3 stations d'enregistrement. Elle garda son spray au poivre et son sifflet d'urgence attaché à sa veste en tout temps. Et cette nuit-là, elle resta éveillée, assise à l'extérieur de sa tente avec une lampe frontale et son ordinateur portable, déterminée à assister à ce qui se passerait à 2h47. La forêt la nuit était un monde différent de la forêt le jour. L'obscurité amplifiait chaque son et créait des espaces où l'imagination pouvait s'emballer. Ellie était assise sur une chaise de camping enveloppée dans une veste en duvet épais, sa respiration formant des nuages dans l'air glacé. Elle regardait le compteur sur son ordinateur portable avancer vers 2h47. À 2h45, elle éteignit sa lampe frontale et laissa ses yeux s'adapter à l'obscurité. La lune était presque pleine, fournissant juste assez de lumière pour voir les silhouettes des arbres massifs entourant son camp. À exactement 2h47, elle l'entendit de ses propres oreilles. Pas à travers l'équipement d'enregistrement, pas filtré par des écouteurs, mais en direct et immédiat dans l'air froid de la nuit. Son nom murmurait depuis quelque part dans l'obscurité au-delà de sa tente, Ellie. La voix venait de la direction de la station d'enregistrement ouest, à environ 200 mètres. Puis elle entendit quelque chose qui fit se tendre chaque muscle de son corps, des pas, lents et délibérés, se déplaçant dans les sous-bois. Pas le trottinement rapide d'un raton laveur ou les pas prudents d'un cerf. C'étaient les pas mesurés de quelque chose marchant sur 2 jambes, quelque chose qui n'était pas pressé. Quelque chose qui savait exactement où il allait. Les pas commencèrent à faire le tour de son campement. Ellie attrapa sa lampe torche avec des mains tremblantes et la dirigea vers le son. Le faisceau traversa l'obscurité, éclairant les troncs d'arbres et la mousse pendante, mais rien d'autre. Les pas continuèrent, indifférents à la lumière, se déplaçant régulièrement de sa gauche vers sa droite. Elle balaya la lampe torche en arc de cercle,
essayant de trouver la source, mais ne vit rien. Juste des arbres et des ombres et la végétation pâle de fougères et de salal. Pourtant, les pas étaient maintenant indéniables, assez proches pour qu'elle aurait dû pouvoir voir ce qui les produisait. Puis elle vit l'ombre. Elle se déplaçait entre deux immenses cèdres, visibles seulement un instant à la lisière du faisceau de sa lampe torche, trop grande pour être humaine. Au moins 2,10 m, peut-être plus, se déplaçant avec une grâce fluide qui semblait fausse, comme si les articulations pliaient de manière que les articulations humaines ne devraient pas plier. Ellie garda sa lampe torche braquée sur l'endroit où elle l'avait vue. Mais l'ombre ne réapparut pas. Les pas continuèrent à tourner, sans jamais changer de rythme, sans jamais s'arrêter. Autour et autour de son campement ils allèrent, maintenant une distance constante d'environ 15 mètres. Assez proche pour être entendu clairement, mais assez loin pour rester caché dans l'obscurité au-delà de la portée de sa lampe torche. Pendant 18 minutes, Ellie resta figée sur sa chaise tandis que quelque chose tournait autour de son camp. Elle comptait les minutes sur sa montre, ayant besoin d'une tâche concrète pour empêcher son esprit de sombrer dans une panique totale. 18 minutes de pas réguliers, ponctués occasionnellement par le craquement d'une branche cassée ou le bruissement de fougères dérangées. Puis, aussi brusquement qu'ils avaient commencé, les pas s'arrêtèrent. La forêt retrouva son calme nocturne habituel. Ellie resta immobile pendant une autre heure, la lampe torche serrée dans sa main, avant de finalement se réfugier dans sa tente. Elle ne dormit pas. Elle s'assit le dos contre son sac, le téléphone satellite sur les genoux, regardant l'entrée de la tente jusqu'à ce que l'aube se lève et que la forêt retrouve une apparence de normalité. À la lumière du matin, Ellie examina la zone autour de son camp. Si quelque chose avait tourné autour de sa tente pendant 18 minutes, il devrait y avoir des preuves. Des empreintes, de la végétation brisée, un signe de passage. Elle ne trouva rien. Le sol de la forêt ne montrait aucune perturbation inhabituelle, aucune trace sauf les siennes. C'était comme si ce qui avait marché autour de sa tente n'avait laissé aucune trace, comme un fantôme. Elle aurait dû partir ce matin-là. Chaque instinct rationnel lui disait de faire ses bagages et de partir immédiatement. Mais Ellie avait passé toute sa vie adulte à se former pour devenir scientifique, apprenant à observer, à documenter, à chercher des preuves et des explications rationnelles. Elle se dit qu'il devait y avoir une explication. Une sorte d'animal qu'elle ne connaissait pas. Des tours acoustiques causées par le terrain. Des hallucinations induites par le stress causé par l'isolement. Elle décida de rester une nuit de plus et de documenter tout ce qui se passerait avec chaque morceau d'équipement d'enregistrement qu'elle possédait. Ce jour-là, Ellie installa des caméras supplémentaires pointées vers son campement. Elle vérifia et revérifia tout son équipement, s'assurant que tout fonctionnait correctement. Elle positionna sa tente de manière à avoir une vue dégagée sur la station d'enregistrement ouest d'où la voix semblait provenir. Elle prépara son sac pour pouvoir évacuer rapidement si nécessaire, ne gardant que les articles essentiels dans la tente. Et lorsque la nuit tomba à nouveau, elle était prête. Ou du moins le croyait-elle. À 2h47, les murmures recommencèrent. Mais cette fois, ils étaient plus proches. Beaucoup plus proches. Juste à l'extérieur de sa tente. Ellie. La voix était directement de l'autre côté de la fine toile de nylon, assez proche pour qu'elle puisse entendre le souffle derrière les mots. Puis les pas commencèrent à nouveau, mais au lieu de tourner à distance, ils se déplacèrent autour de la tente elle-même, à quelques centimètres de l'endroit où elle était assise. Ellie n'attrapa pas sa lampe torche. Un instinct de survie profond lui disait que voir ce qui était à l'extérieur de sa tente serait pire que de ne pas le voir. Elle resta paralysée, écoutant les pas tourner autour de sa tente. Un tour, 2, 3. Au 4e tour, elle vit la toile de la tente commencer à bouger. Quelque chose poussait contre elle de l'extérieur, créant une bosse qui se déplaçait le long du mur à environ la hauteur des épaules, pas comme un animal frôlant la tente, mais comme quelque chose passant sa main le long de la toile, sentant la forme de la tente, peut-être cherchant l'entrée. Puis la fermeture éclair commença à s'ouvrir. Ellie regarda avec horreur la fermeture éclair de l'entrée de sa tente descendre lentement, tirée par rien qu'elle pouvait voir. Centimètre par centimètre, elle s'ouvrit, le son des dents métalliques se séparant résonnant de manière impossiblement forte dans le silence. Elle pouvait voir l'obscurité à travers l'ouverture grandissante, et elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne voulait pas voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Elle se jeta en avant et se projeta contre la paroi de la tente, faisant s'effondrer toute la structure. Les poteaux se brisèrent, la toile se déchira. Ellie se débattit pour sortir de l'enchevêtrement de nylon et d'aluminium,
émerge dans l'air nocturne avec le cœur battant et l'adrénaline inondant son système. Il n'y avait rien. Elle balaya la lampe torche sur le campement. Vide. Aucune figure, aucune ombre, aucun signe que quoi que ce soit ait été là. Mais lorsqu'elle dirigea la lampe torche vers le sol immédiatement autour de la tente effondrée, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Des empreintes dans le givre qui s'étaient formées sur le sol. Des empreintes de pieds nus, de forme humaine, mais fausses, trop grandes, les orteils trop longs, et chaque pied avait 6 orteils au lieu de 5. Ellie ne fit pas ses bagages. Elle n'essaya pas de sauver son équipement. Elle attrapa son sac avec ses fournitures essentielles et son téléphone satellite, et elle courut. Elle courut à travers la forêt sombre avec seulement sa lampe frontale pour éclairer le chemin, trébuchant sur les racines et se frayant un chemin à travers les sous-bois, ne se souciant pas du bruit qu'elle faisait ni des branches qui lui déchiraient le visage et les mains. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes tremblent. Et puis elle continua à courir. Il lui fallut 4 heures pour parcourir les 8 kilomètres jusqu'au sentier le plus proche et 3 heures de plus pour atteindre le poste des gardiens. Elle arriva juste après l'aube, épuisée et saignante de dizaines de petites coupures. Mais vivante. Les gardiens écoutèrent son histoire avec des expressions passant de l'inquiétude au scepticisme. Ils envoyèrent une équipe pour enquêter, mais l'équipe trouva son campement exactement comme il était avant son arrivée. Aucune tente effondrée, aucun équipement dispersé. Tout ce qu'elle avait laissé derrière avait simplement disparu. Les appareils d'enregistrement, les caméras, sa tente, ses matériaux de recherche, tout avait disparu comme si cela n'avait jamais existé. Les seules choses qu'Ellie possédait étaient ce qu'elle portait lorsqu'elle avait couru, son sac et les griffures sur son visage et ses bras de sa fuite paniquée à travers la forêt. Ellie signala l'incident à ses conseillers universitaires. Elle remplit des papiers avec le service des parcs nationaux. Elle essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais elle pouvait voir sur leur visage qu'ils pensaient qu'elle avait subi une sorte de crise. Une jeune chercheuse seule trop longtemps dans la nature, craquant sous la pression de l'isolement. Ils lui recommandèrent de prendre du temps libre, de consulter un conseiller, de réfléchir à savoir si la biologie de terrain était la bonne voie de carrière pour elle. 3 mois plus tard, Ellie fut transférée à un autre projet de recherche étudiant les populations de saumon dans l'est de l'Oregon. Un travail qui impliquait des excursions d'une journée et des nuits passées dans des hôtels plutôt que sous des tentes. Un travail qui ne nécessitait jamais d'être seul dans la forêt après la tombée de la nuit. Ses professeurs exprimèrent leur déception. Elle avait montré tant de promesses en tant que chercheuse de terrain. Mais Ellie ne se souciait pas de leur déception. Elle avait entendu son nom murmuré dans une voix qui ne devrait pas exister. Elle avait senti quelque chose tourner autour de sa tente dans l'obscurité. Elle avait vu des empreintes avec 6 orteils. Elle sait maintenant qu'il y a des endroits dans les forêts des cascades où les règles du monde naturel ne s'appliquent pas pleinement. Des endroits où quelque chose d'autre vit. Quelque chose qui connaît les noms des personnes qui s'aventurent trop loin des sentiers balisés. Quelque chose qui murmure dans l'obscurité et ne laisse aucune empreinte, sauf dans le givre. Quelque chose qui peut faire disparaître du matériel d'enregistrement, des tentes et toute preuve de présence humaine. Ellie ne retournera jamais dans ces forêts. Elle évite la randonnée. Elle sursaute lorsqu'elle entend des pas derrière elle dans les rues de la ville. Et parfois, dans l'instant entre le sommeil et l'éveil, elle l'entend à nouveau. Son nom murmuré dans l'obscurité. Ellie. Elle se réveille le cœur battant, se disant que ce n'était qu'un rêve, qu'un souvenir, rien de plus. Mais certaines nuits, elle n'en est pas si sûre. Certaines nuits, elle se demande si ce qui se trouvait dans ces bois l'a suivie d'une manière ou d'une autre, imprimée sur elle comme une odeur qui ne peut être lavée. Elle se dit qu'elle est en sécurité maintenant, entourée par la civilisation, loin des forêts anciennes des cascades. Mais au fond d'elle-même, dans la partie de son esprit qui vit encore ce moment où la fermeture éclair de la tente commença à s'ouvrir, elle connaît la vérité. La distance n'a pas d'importance. Ce qui a murmuré son nom dans l'obscurité, c'est où elle est. Cela l'a toujours su. Et un jour, dans un moment de calme où elle sera seule, elle pourrait entendre à nouveau ses pas lents et réguliers, tournant, patient, attendant le moment pour murmurer son nom une fois de plus. Adam et Sadie étaient des photographes professionnels qui avaient passé les 5 dernières années à documenter les chutes d'eau du Nord-Ouest Pacifique. Ils s'étaient forgé une réputation en capturant des images que les magazines et les sites de voyage payaient des tarifs premium pour publier, des photographies montrant des paysages familiers sous des angles inattendus, avec un éclairage qui semblait presque surnaturel. Leur succès venait de leur volonté d'aller là où d'autres photographes ne se rendaient pas, d'obtenir des permis pour des zones restreintes,
de randonnée hors des sentiers battus vers des lieux nécessitant des compétences d'escalade technique et une tolérance au risque. Ils étaient doués dans ce qu'ils faisaient, et ils prenaient fierté à trouver des clichés que personne d'autre ne pouvait reproduire. Au début du mois d'avril, ils obtinrent des permis pour accéder à une section restreinte des gorges du fleuve Columbia, une zone fermée au public depuis plus de 2 ans à la suite de l'incendie d'Eagle Creek. Le service des forêts effectuait des évaluations de restauration, et les sentiers restaient officiellement fermés tandis que les équipes travaillaient à dégager les dangers et à surveiller les glissements de terrain. Mais Adam avait des relations avec un gardien qui lui devait un service, et ils obtinrent une autorisation spéciale pour une journée de photographie dans la zone brûlée. Le gardien les avertit que la zone était dangereuse, que les arbres affaiblis par le feu pouvaient tomber sans avertissement, que le sol était instable par endroits. Adam et Sadie signèrent des décharges de responsabilité et promirent de rester en communication par radio. Ils cherchaient quelque chose de spécifique, une chute d'eau au cœur de la zone restreinte que peu de gens savaient exister. Une qui aurait prétendument échappé aux pires dégâts de l'incendie. Ils commencèrent à randonner avant l'aube, portant des appareils photo, des trépieds et du matériel d'éclairage spécialisé. Le sentier était envahi par la végétation par endroits, montrant le manque d'entretien régulier qui accompagne une fermeture prolongée. Des cicatrices de brûlures marquaient de nombreux arbres, des traînées noires grimpant le long des troncs qui avaient sommeaux survécu aux flammes. Mais alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la zone restreinte, la forêt devint plus épaisse et plus verte. Ils entraient dans une vallée que l'incendie avait principalement contournée, une poche de forêt ancienne entourée de dévastation. Vers le milieu de la matinée, ils atteignirent leur destination. La chute d'eau était tout ce qu'ils espéraient et plus encore. L'eau cascadait le long d'une falaise de basalte en 3 tiers distincts, la brume créant des arcs-en-ciel dans la lumière du matin. Des cèdres rouges de l'ouest et des sapins entouraient les chutes, leurs branches lourdes de mousse et de fougères. La brume flottait dans l'air comme de la soie, diffusant la lumière du soleil en quelque chose de doux et onirique. C'était parfait. C'était exactement le genre d'endroit qui produirait des images de portfolio. Adam installa le premier appareil photo tandis que Sadie ajustait le trépied, vérifiant les angles et le cadrage. Le son de l'eau qui tombait remplissait l'air d'un bruit blanc presque méditatif. C'était pour des moments comme celui-ci qu'il faisait ce qu'il faisait. Ces instants d'être seul dans des lieux de beauté naturelle brute, créant de l'art qui permettrait aux autres de voir ce que peu de gens avaient jamais witnessed en personne. Adam prit plusieurs photos d'essai, vérifiant l'exposition et la composition sur l'écran de l'appareil photo. Tout semblait bon. Il fit signe à Sadie de se déplacer à une position différente afin qu'il puisse capturer sa silhouette contre les chutes pour donner une échelle. C'est alors qu'il les remarqua dans le cadre. Derrière Sadie, parmi les arbres à la lisière de la clairière, il y avait des gens, au moins une douzaine de figures, debout parfaitement immobiles, les observant. Adam baissa l'appareil photo et regarda avec ses yeux nus. Rien là, juste des arbres, des fougères et de la brume. Il releva l'appareil photo et regarda l'écran de prévisualisation. Les figures étaient là, claires comme le jour, debout parmi les arbres. Des hommes et des femmes vêtus de vêtements qui semblaient démodés, des vestes sombres et de longues robes d'une autre époque, tous faisant face à Adam et Sadie. Tous complètement immobiles. Adam appela Sadie et lui montra l'écran de l'appareil photo. Elle fixa l'image, puis se retourna pour regarder les arbres derrière elle. Rien de visible. Ils se dirigèrent vers l'endroit où les figures apparaissaient sur la photographie. Aucune empreinte de pas, aucune perturbation dans la mousse, aucune preuve que quelqu'un ait été debout là. Adam prit une autre photo de la même zone. Les figures étaient plus proches maintenant, toujours parmi les arbres, mais définitivement plus près qu'elles ne l'étaient sur la première image. Sadie sortit son propre appareil photo et regarda à travers le viseur. Elle pâlit et baissa lentement l'appareil photo. Elle dit à Adam qu'elle pouvait les voir à travers l'objectif. Clairement, avec assez de détails pour voir leur visage. Des yeux creux la fixant avec une intensité qui lui donna la chair de poule. Des expressions qui n'étaient pas tout à fait justes, la bouche légèrement trop large, les traits juste assez faux pour déclencher une répulsion instinctive profonde. Mais lorsqu'elle baissa l'appareil photo, il n'y avait rien. Ils auraient dû partir immédiatement. Tous deux le sentaient. Cet avertissement primitif que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Mais ils étaient des professionnels. Et c'était le genre de phénomène inexplicable qui pouvait faire une carrière s'il était correctement documenté. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à prendre des photographies, des dizaines, sous différents angles et avec différents équipements. Chaque image montrait les figures. Et dans chaque photo successive, les figures étaient plus proches.
les observateurs commencèrent à apparaître dans toutes les directions. À travers les viseurs des appareils photo, Adam et Sadie pouvaient se voir entourés par une foule de spectateurs silencieux. Les figures se tenaient au bord de la clairière maintenant, un cercle d'observateurs vêtus de vêtements d'un siècle passé, tous les regardant avec ses visages déformés et ses yeux creux. Aucun ne bougeait. Ils se contentaient de se tenir debout et de regarder avec une attention qui semblait malveillante. Adam essaya de revoir les photos sur l'écran de son appareil photo, voulant voir si les images montraient des détails qui pourraient expliquer ce qu'il voyait. Mais quelque chose n'allait pas avec l'affichage. Les figures sur les photographies bougeaient, non pas de manière saccadée comme dans une vidéo, mais en douceur, comme si on regardait à travers une fenêtre quelque chose de vivant. Dans les images, les observateurs marchaient vers le centre du cadre, vers l'endroit où Adam et Sadie s'étaient tenus lorsque les photos avaient été prises, convergeant lentement mais inévitablement. Sadie attrapa le bras d'Adam et pointa vers son propre appareil photo. La même chose se produisait. Les figures dans son viseur bougeaient maintenant, ne se contentant plus de se tenir debout, mais marchant vers eux avec des pas lents et délibérés. Lorsque Sadie pointa son appareil photo vers les arbres, elle pouvait voir les observateurs avancer à travers la clairière, leurs pieds ne touchant pas tout à fait le sol, glissant plus qu'ils ne marchaient, se déplaçant vers l'endroit où elle et Adam se tenaient. Ils prirent la décision de partir sans avoir besoin d'en discuter. Un instinct plus ancien que le langage leur disait à tous deux qu'ils étaient en danger immédiat, que ce qu'ils voyaient à travers leurs appareils photo n'était pas seulement un phénomène optique ou une panne d'équipement. C'était quelque chose de réel, quelque chose de menaçant, quelque chose qui existait dans une couche de réalité que les yeux humains ne pouvaient normalement pas percevoir. Ils attrapèrent l'équipement qu'ils pouvaient porter rapidement et coururent, laissant derrière eux des milliers de dollars de matériel. La course retour vers le départ du sentier prit la moitié du temps que la randonnée pour y arriver. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois et grimpèrent par-dessus des troncs d'arbres tombés, ne se souciant pas du bruit ou des dégâts à leurs vêtements. Derrière eux, toujours juste hors de vue, mais définitivement présents. Ils entendaient des sons, pas exactement des pas, mais un déplacement d'air, une sensation de mouvement, une présence qui correspondait à leur rythme et semblait les pousser dans une direction spécifique. Lorsqu'ils émergèrent enfin sur le sentier principal, la présence disparut. La forêt retrouva ses sons normaux. Les oiseaux chantèrent. Un écureuil jacassa. L'eau se précipita dans un ruisseau à proximité. Le monde avait à nouveau un sens. Adam et Sadie s'effondrèrent sur le sentier, haletants, regardant derrière eux pour une poursuite qui ne se matérialisa jamais. Le gardien, qui leur avait accordé l'accès, les attendait au départ du sentier lorsqu'ils émergèrent 2 heures plus tard. Il les regarda et demanda ce qui s'était passé. Adam essaya d'expliquer, mais les mots sonnaient absurdes, prononcés à voix haute sous la lumière du soleil de l'après-midi. Le gardien écouta sans expression, puis demanda s'ils voulaient déposer un rapport officiel. Ils déclinèrent. Que pourraient-ils dire? Qu'ils avaient vu des fantômes à travers les viseurs de leurs appareils photo? Que des figures d'un autre siècle les avaient poursuivis à travers la forêt? 3 jours plus tard, le gardien appela Adam. Une équipe de récupération était allée dans la zone restreinte pour récupérer l'équipement qu'ils avaient laissé derrière eux. Tout était exactement là où ils l'avaient laissé. Les appareils photo, les trépieds, le matériel d'éclairage, tout intact. Mais lorsqu'ils vérifièrent les cartes mémoire, chaque photographie était blanche. Purement blanche. Aucune image du tout. Pas seulement les photos avec les figures, mais chaque cliché qu'ils avaient pris ce jour-là. Une corruption complète des données sur plusieurs cartes provenant de différents appareils photo. Le gardien dit que des pannes techniques arrivaient parfois sur le terrain, mais Adam pouvait entendre le doute dans sa voix. Adam et Sadie ne retournèrent jamais dans les gorges du fleuve Columbia. Ils vendirent leur équipement photographique 2 mois plus tard et prirent des chemins séparés. Adam déménagea en Californie et commença à travailler dans la photographie immobilière, un travail sur en intérieur avec un éclairage artificiel et sans surprise. Sadie prit un emploi en tant que professeur de design graphique dans un collège communautaire. Aucun des deux n'a repris un appareil photo pour un travail personnel depuis ce jour-là. Parfois, Adam rêve des observateurs. Il les voit debout en foule au bord des pièces, le fixant avec ses yeux creux et ses visages déformés. Dans ses rêves, ils sont plus proches à chaque fois, convergeant lentement mais sûrement. Il se réveille avant qu'ils ne l'atteignent. Mais il sait qu'un jour, dans un rêve, ils combleront complètement la distance et il se demande ce qui se passera alors. Sadie dit aux gens qu'elle a perdu son intérêt pour la photographie, qu'elle s'est épuisée avec le style de vie freelance et voulait quelque chose de plus stable.
Elle ne leur dit pas la vérité, qu'elle voit les observateurs, parfois dans sa vision périphérique, debout au bord des foules, dans les reflets et les vitrines de magasins, dans les ombres des parkings, toujours en train de regarder, toujours immobiles, toujours vêtus de vêtements d'une autre époque. Ils ne se sont jamais parlé de ce qui s'était passé. L'expérience avait rompu leur partenariat professionnel et leur amitié. Certaines choses ne peuvent pas être partagées sans briser quelque chose de fondamental entre les gens. Certaines expériences isolent plutôt que de rapprocher. La chute d'eau dans la zone restreinte existe toujours, cascadant toujours le long de la falaise de basalte en 3 beaux niveaux. Le service des forêts a finalement rouvert certains des sentiers dans cette section des gorges. Les randonneurs passent à moins d'1 kilomètre de cet endroit régulièrement. Maintenant, certains d'entre eux trouvent probablement la clairière et prennent des photographies des chutes avec leur téléphone et appareil photo numérique. Adam se demande parfois si quelqu'un d'autre voit des figures dans leurs images. Si quelqu'un d'autre a regardé à travers un objectif et vu les observateurs debout parmi les arbres, si quelqu'un d'autre a senti cette terrible attention dirigée vers eux. Mais la plupart du temps, il essaie de ne pas y penser du tout. Il vit dans un monde de pièces lumineuses et de lumière artificielle maintenant. Un monde où les appareils photo capturent exactement ce que l'œil peut voir et rien de plus. Un monde où le passé reste en sécurité dans le passé et les morts restent morts. Il a besoin de croire que ce monde est le seul réel. Car l'alternative, qu'il existe des couches de réalité qui se mélangent dans certains endroits, dans certaines conditions, visibles seulement à travers les longueurs d'onde spécifiques capturées par les objectifs des appareils photo est trop terrible à accepter. Les cascades regorgent de beaux endroits. Des endroits où la lumière, l'eau et la pierre créent des scènes d'une beauté à couper le souffle. Mais certains de ces endroits ont des observateurs. Et les observateurs se souviennent, ils attendent, et ils apparaissent sur des photographies qui ne devraient montrer que des arbres, de la brume et de l'eau qui tombent. Et parfois, si vous avez la malchance de les voir, ils commencent à bouger. Gavin était un gardien de parc expérimenté, chargé de l'entretien des sentiers en arrière-pays dans les Cascades du Nord. Il travaillait dans ces montagnes depuis 12 ans, plus longtemps que quiconque dans son district. Il connaissait le réseau de sentiers mieux que les cartes, mieux que les coordonnées GPS ne le suggéraient. Chaque jonction, chaque point de repère, chaque borne kilométrique était gravée dans sa mémoire grâce à d'innombrables patrouilles en toute saison et par tous les temps. Il pouvait naviguer en arrière-pays dans le brouillard, dans l'obscurité, dans des conditions de neige blanche. Il se faisait un point d'honneur de ne jamais se perdre, d'être le gardien que les autres gardiens appelaient lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour retrouver des randonneurs perdus ou vérifier des rapports de sentiers confus. Sa connaissance de ces montagnes était encyclopédique et acquise grâce à des milliers de kilomètres de marche. Cette expertise rendait ce qui lui arriva encore plus impossible à expliquer. Tout commença par une série de rapports de randonneurs concernant un sentier devenu déroutant. 3 groupes distincts sur une période de 2 semaines avaient contacté le poste des gardiens pour signaler une désorientation sur le sentier de Fur Creek, un simple aller-retour de 10 km menant à un lac alpin. Le sentier était classé facile à modéré, bien balisé et fréquenté pendant la saison estivale. Ce n'était pas le genre de sentier où des randonneurs expérimentés se perdaient. Pourtant, les 3 groupes rapportèrent la même chose, ils étaient arrivés à une jonction qui ne devrait pas exister, s'étaient désorientés en essayant de la négocier, et avaient finalement fait demi-tour sans atteindre le lac. Un groupe avait erré pendant 3 heures en essayant de trouver leur chemin avant d'abandonner. Gavin écarta cela comme des randonneurs inexpérimentés mal interprétant leurs cartes. Les gens se perdaient dans la nature plus souvent qu'ils ne voulaient l'admettre, et leur ego inventait des excuses. Une jonction qui ne devrait pas exister était plus facile à rapporter que d'admettre s'être simplement trompé de chemin. Gavin se porta volontaire pour inspecter le sentier personnellement, principalement pour clore le sujet. Il fit ses bagages légèrement, prévoyant une randonnée rapide jusqu'au lac et retour. Il apporta un GPS, une boussole, des cartes détaillées des sentiers et sa radio. Il avait randonné sur ce sentier particulier au moins 2 douzaines de fois au fil des ans. Il s'attendait à ne trouver rien d'inhabituel. La matinée était claire et fraîche, un temps de randonnée parfait. Gavin fit bonne route sur le sentier familier, notant les conditions et vérifiant les dangers. Tout était normal. Le sentier était bien entretenu. Les marqueurs étaient tous présents. Le terrain correspondait exactement à sa mémoire. À 2 km, il aurait dû approcher un petit passage de ruisseau. À 4 km, une formation rocheuse distinctive. À 6 km, le lac. Simple, direct, impossible de se tromper. Mais au kilomètre 2, Gavin tomba sur quelque chose qui le figea sur place.
Une jonction de sentiers. Deux chemins divergents dans la forêt, tous deux semblant également empruntés, tous deux paraissant légitimes. Sa carte ne montrait aucune jonction avant 5 autres kilomètres. Les coordonnées GPS confirmaient qu'il était exactement là où il pensait être, mais le GPS ne montrait aucune jonction de sentier à cet endroit. La base de données des sentiers avait été mise à jour seulement 3 mois plus tôt. Il ne devrait pas y avoir de jonction ici. Gavin examina soigneusement les deux chemins. Ils semblaient identiques. Même largeur, même niveau d'entretien, même type de marqueur de sentier. Un chemin menait approximativement vers le nord-est, ce qui était la bonne direction pour le lac. L'autre menait plus directement vers le nord. D'après la carte, il devait continuer sur le sentier qui se dirigeait vers le nord-est. Il marqua les coordonnées de la jonction sur son GPS et continua en avant. 30 minutes plus tard, il arriva à une jonction. La même jonction. Il en était certain. Les mêmes deux chemins, les mêmes marqueurs de sentier, la configuration exacte. Mais c'était impossible. Il avait marché en montée régulière sur un sentier qui devait mener plus profondément dans la nature. Il n'y avait pas de boucle qui l'aurait ramené au même endroit. Gavin vérifia son GPS. Les coordonnées montraient qu'il avait parcouru près d'1,5 km depuis la jonction, mais il se tenait dans ce qui semblait être l'emplacement identique. Il essaya à nouveau, prenant cette fois le chemin plus septentrional. Il marcha pendant 40 minutes, gardant une trace minutieuse des points de repère. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt ancienne, passant devant des sapins de l'ouest et des douglas massifs. Rien dans le terrain ne suggérait qu'il marchait en cercle. Pourtant, après 40 minutes, il émergea à la jonction. La même jonction, les mêmes deux chemins divergents dans la forêt. Gavin s'assit et se força à réfléchir de manière rationnelle. La désorientation était un phénomène connu. Sans repère visuel clair, même les navigateurs expérimentés pouvaient se tromper. Mais il avait une boussole. Il avait un GPS. Il avait marché en ligne droite sur un sentier entretenu. Il n'y avait aucune explication rationnelle pour revenir au même point 3 fois de suite. La forêt autour de lui commençait à paraître différente. Les arbres semblaient plus hauts qu'ils ne devraient l'être. Leur écorce était plus sombre et plus profondément sillonnée. La lumière filtrant à travers la canopée avait pris une qualité étrange. Trop verte, trop épaisse, comme s'il était sous l'eau. L'air semblait lourd et immobile. Aucun oiseau ne chantait. Aucun écureuil ne jacassait. Le silence était profond et contre nature. Gavin essaya d'utiliser sa radio. Des parasites. Le GPS avait complètement cessé de fonctionner. L'écran était figé sur des coordonnées qui ne se mettaient plus à jour. Sa boussole tournait lentement, incapable de se stabiliser sur le nord. Chaque morceau de technologie qu'il portait avait cessé de fonctionner correctement. Il était seul dans une forêt qui ne suivait plus les règles qu'il comprenait. Il essaya une 4e fois, prenant le chemin nord-est, mais marquant les arbres avec son couteau en chemin, taillant des entailles distinctives dans l'écorce pour savoir s'il revenait réellement à des endroits où il était déjà passé. Il marcha pendant 1 heure cette fois, ces arbres marqués apparaissant derrière lui à intervalles réguliers, preuve qu'il progressait vers l'avant. Le sentier grimpait régulièrement. La végétation changeait de manière appropriée pour une altitude croissante. Tout suggérait qu'il s'enfonçait plus profondément dans la nature. Puis il vit son premier arbre marqué devant lui. Puis le deuxième, puis le troisième. Le sentier s'était d'une manière ou d'une autre replié sur lui-même malgré une montée continue vers le haut. Gavin se tenait là, fixant les marques de son couteau sur un arbre, essayant de comprendre ce qui se passait. Les lois de l'espace physique ne fonctionnaient pas correctement. Le sentier se repliait sur lui-même de manière à défier la géométrie. C'est alors qu'il la vit. Une femme se tenant sur le sentier devant lui, à environ 50 mètres. Elle portait un uniforme de gardien de parc, mais le style était incorrect. La coupe de la veste était datée. Les écussons étaient de différents designs. Tout l'uniforme ressemblait à quelque chose des années 1970 ou 1980. Elle se tenait parfaitement immobile, lui faisant face, souriante. Même à 50 mètres, Gavin pouvait voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses yeux. Ils étaient complètement noirs. Pas de blanc, pas d'iris, juste un noir solide d'un bord à l'autre, comme les yeux d'un requin. La femme leva la main et lui fit signe d'avancer. « Viens avec moi », disait le geste. « Je vais te montrer le chemin », mais chaque instinct que possédait Gavin lui hurlait de fuir. La femme n'était pas humaine.
Le sourire n'était pas amical. Les yeux noirs ne contenaient rien d'autre que de la malveillance. Elle était quelque chose portant la forme d'un gardien, utilisant une apparence familière pour l'attirer plus profondément dans le piège que ce sentier était devenu. Gavin se retourna et courut dans la direction opposée. Il se fraya un chemin à travers les sous-bois, abandonnant complètement le sentier, ne se souciant plus de la direction ou des points de repère. Il devait simplement s'éloigner de la jonction, de la femme aux yeux noirs, du sentier qui bouclait sans fin sur lui-même. Des branches lui déchiraient le visage et le sac. Des racines essayaient de le faire trébucher. Il tomba 2 fois, se releva en hâte, continua à courir. Il courut pendant ce qui lui sembla des heures, mais qui aurait pu être des minutes. Le temps était devenu aussi peu fiable que l'espace dans cette forêt. Enfin, épuisé, les poumons en feu, Gavin s'effondra contre un immense cèdre et se força à s'arrêter. Il devait réfléchir. La panique le tuerait plus vite que toute autre chose ici. C'est alors qu'il entendit le son d'un véhicule, un moteur de voiture à proximité. Gavin se fraya un chemin à travers un dernier bosquet d'arbres et trébucha sur une autoroute. Le goudron était solide et réel sous ses bottes. Un camion de bûcheron passa en rugissant, son conducteur lui jetant un regard curieux. Gavin se tenait sur le bas-côté de la route, essayant de s'orienter. Selon le panneau routier, il se trouvait sur la route d'État 20, à 32 km de l'endroit où il avait commencé sa randonnée. 32 km. Il avait traversé un terrain qui aurait dû prendre 2 jours à parcourir. Il avait franchi des crêtes de montagnes et des vallées qui se trouvaient entre son point de départ et cette autoroute. Pourtant, seulement quelques heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté le départ du sentier. Son GPS, lorsqu'il se remit enfin à fonctionner, confirma l'impossible. Il était à 32 km de son point de départ, mais la trace enregistrée montrait qu'il n'avait parcouru que 10 km. Gavin appela pour être récupéré et attendit au bord de la route. Lorsqu'un de ses supérieurs arriva, Gavin essaya d'expliquer ce qui s'était passé. La jonction qui ne devrait pas exister, le sentier qui bouclait de manière impossible, la femme en uniforme de gardien de style ancien avec des yeux noirs. Il pouvait entendre à quel point cela sonnait comme une défaillance, comme un mal de l'altitude ou une déshydratation ou un effondrement psychologique. Son supérieur fut compatissant mais préoccupé. Il suggéra à Gavin de prendre quelques jours de congé. Voir un médecin. Se faire examiner pour la maladie de Lyme ou d'autres affections pouvant causer de la confusion et de la désorientation. Gavin accepta, car argumenter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais il savait que ce qu'il avait vécu était réel. Une semaine plus tard, une équipe se rendit sur place pour enquêter sur ces affirmations. Ils randonnèrent sur le sentier de Fur Creek du début à la fin sans incident. Aucune jonction mystérieuse, aucun sentier en boucle, aucune femme en uniforme de gardien vintage. Le sentier était exactement tel que la carte indiquait qu'il devait l'être, 10 km de randonnée directe jusqu'à un beau lac alpin. L'équipe compléta la randonnée dans les 2 sens sans aucun problème. Leur rapport suggéra que Gavin avait vécu un épisode médical sur le terrain et recommanda qu'il subisse une évaluation neurologique complète avant de retourner en service en arrière-pays. Gavin prit un congé administratif. Il passa 2 semaines à essayer de se convaincre que cela avait été une sorte d'hallucination, mais la trace GPS était une donnée réelle montrant qu'il avait parcouru des distances impossibles. Les coupures sur son visage dues à sa course à travers les sous-bois étaient de vraies blessures. Les coordonnées où son GPS s'était figé étaient de vrais chiffres qu'il pouvait vérifier. Quelque chose s'était passé sur ce sentier qui défiait toute explication rationnelle. 3 semaines après son expérience, Gavin présenta sa démission. Il avait 38 ans, était en excellente condition physique avec 12 ans de service et un dossier impeccable. Il aurait pu travailler encore 25 ans, prendre sa retraite avec une pension complète. Au lieu de cela, il partit. Son supérieur essaya de le faire changer d'avis. Mais Gavin était catégorique. Il en avait fini avec les cascades du Nord. Fini avec le travail en arrière-pays, fini avec les sentiers qui ne devraient pas exister, et les femmes aux yeux noirs qui portaient les uniformes de gardiens des décennies passées. Gavin déménagea dans le Montana. Il travaille maintenant pour le Bureau de la gestion des terres, gérant des prairies et des steppes de sauge, où la visibilité s'étend sur des kilomètres dans toutes les directions. Un pays ouvert, où les sentiers vont exactement là où les cartes indiquent qu'ils doivent aller, où le GPS fonctionne toujours, où l'espace suit les règles normales de la géométrie. Il dit aux gens qu'il voulait un changement de décor, que 12 ans dans les cascades suffisaient. Il ne leur dit pas la vérité. La nuit, parfois, Gavin rêve de cette jonction,
de se tenir au carrefour du sentier en essayant de décider quel chemin prendre, sachant que les deux chemins mènent au même point impossible. Dans ses rêves, la femme aux yeux noirs est toujours là, debout au bout d'un chemin, l'invitant à avancer avec ce terrible sourire. Il se réveille toujours avant d'avoir à décider de la suivre ou non. Il se demande parfois si d'autres gardiens ont trouvé cette jonction. Si le sentier boucle toujours sur lui-même de manière à défier la physique. Si la femme attend toujours là-bas dans son uniforme vintage, attirant les gens plus profondément dans une forêt où les lois normales de la réalité ne s'appliquent pas. Il se demande si quelqu'un d'autre a été transporté sur 32 km à travers un terrain impossible en quelques heures. Si quelqu'un d'autre a vécu les cascades du Nord comme un endroit où l'espace se replie sur lui-même comme de l'origami. Mais la plupart du temps, il essaie de ne pas y penser. Il reste dans ses prairies et ses steppes où l'horizon est visible et les sentiers sont des lignes droites à travers un espace compréhensible. Il se dit qu'il est satisfait de cette nouvelle vie. Cette vie sûre. Cette vie où la pire chose qui puisse arriver est de rencontrer un serpent à sonnette ou de se faire prendre dans un orage. Des dangers qu'il comprend. Des dangers qui suivent des règles prévisibles. Car l'alternative est d'admettre qu'il existe des endroits dans les montagnes où le tissu de la réalité s'amincit. Où les sentiers peuvent exister dans plusieurs configurations simultanément. Où quelque chose qui ressemble à un humain peut se tenir debout, sourire et faire signe avec des yeux comme des trous dans le vide. Où la nature sauvage n'est pas seulement dangereuse de la manière dont les falaises et le temps sont dangereux, mais dangereuse de manières qui n'ont pas de nom et pas d'explication rationnelle. Les cascades du Nord sont toujours là, attirant toujours les randonneurs et les campeurs qui cherchent la beauté et la solitude dans la nature. Les sentiers serpentent toujours à travers les forêts anciennes et grimpent vers les lacs alpins. Et quelque part dans ces montagnes, une jonction existe qui ne devrait pas exister. Un sentier qui boucle sur lui-même en défiant la géométrie. Une femme en uniforme de gardien d'une autre époque. Attendant patiemment avec ses yeux noirs et son sourire accueillant. Attendant la prochaine personne qui s'égare trop loin des sentiers balisés. Attendant pour leur montrer le chemin plus profondément dans une forêt où l'espace ne fonctionne pas correctement et où le temps devient fluide et malléable. Attendant pour les guider vers des endroits où les gardiens perdus vont et ne reviennent jamais. Gavin sait qu'elle est toujours là, attendant, souriant. Et il sait qu'il ne reviendra jamais pour découvrir où ce sourire pourrait mener. Lucie et Connor étaient des gardiens de parc chargés de préparer une cabane isolée pour l'hiver avant les premières neiges de la saison. La cabane se trouvait à 64 km de la route la plus proche, accessible uniquement par 2 jours de randonnée à travers certains des terrains les plus accidentés des cascades. Elle avait été construite dans les années 1960 comme abri d'urgence pour les pompiers combattant les incendies en arrière-pays. Construite en rondins de bois brut et située dans une petite clairière entourée de forêts anciennes, la structure était rarement utilisée de nos jours. La lutte moderne contre les incendies reposait sur des hélicoptères et des camps mobiles. Mais le service forestier la maintenait comme site historique et abri d'urgence occasionnel pour les randonneurs perdus ou blessés. Le processus d'hivernage impliquait de vérifier la structure pour les dommages, de sceller les fissures contre les intempéries, de retirer tout ce qui pourrait attirer les animaux, et de s'assurer que la porte et les fenêtres étaient sécurisées. C'était un travail simple qui prenait généralement une journée à compléter. Lucie et Connor arrivèrent à la cabane alors que le crépuscule s'installait sur la forêt. Ils avaient poussé fort lors du 2e jour de randonnée, voulant atteindre la cabane avec suffisamment de lumière pour décharger leur sac et évaluer le travail initial. La clairière était envahie de fougères et de salales. La cabane elle-même semblait usée par le temps mais structurellement solide, ses murs en rondins sombres avec l'âge et la mousse. Ils vérifièrent d'abord le périmètre, recherchant des signes de dégâts causés par les animaux ou d'affaiblissement structurel. Tout semblait intact. La porte était toujours verrouillée. Les fenêtres n'étaient pas brisées. Le toit ne montrait aucun dommage majeur. Ils pourraient compléter le travail en une journée comme prévu et partir le lendemain matin. Après avoir sécurisé la cabane et vérifié les dangers immédiats, ils préparèrent un dîner simple sur leur réchaud de camping et s'installèrent pour la nuit. La cabane avait des lits superposés avec de vieux matelas en mousse, un poêle à bois qui fonctionnait encore, et une petite table avec 2 chaises. C'était spartiate, mais assez confortable pour des travailleurs expérimentés en arrière-pays. Ils discutèrent de leur plan de travail pour le lendemain, vérifièrent leur équipement et se préparèrent pour le coucher. Lucie prit la couchette inférieure, Connor la supérieure. La forêt à l'extérieur était silencieuse, à l'exception du cri occasionnel d'un hibou et du murmure du vent dans les arbres. Peu après minuit, Lucie se réveilla à cause d'un son qui la mit instantanément en alerte, un grattement, fort et délibéré, provenant de sous le plancher.
quelque chose de grand se déplaçait sous la cabane, traînant contre le bois avec assez de force pour que le son soit clairement audible. Lucie resta immobile, écoutant. Le grattement se déplaçait selon un motif, d'avant en arrière, comme si ce qui se trouvait en dessous d'eux faisait les 100 pas ou explorait systématiquement le dessous du plancher. Elle chuchota le nom de Connor. Il était déjà éveillé. Elle pouvait le dire à sa respiration, écoutant également les sons en dessous. Connor descendit de sa couchette en silence et attrapa sa lampe torche. Ils avaient tous deux déjà traité des animaux dans des cabanes en arrière-pays auparavant, généralement des souris ou des rats d'Amérique, parfois des ratons laveurs ou même des porcs-épics. Ce qui se trouvait sous la cabane semblait plus grand que tout cela, mais cela pouvait être un ours inspectant la structure. Les ours noirs donnaient parfois sous les bâtiments s'ils trouvaient un espace approprié. Connor ouvrit doucement la porte de la cabane et sortit, Lucie le suivant avec sa propre lampe torche. Ils firent le tour de la cabane, balayant leur lumière sur la fondation et l'entrée du vide sanitaire. L'ouverture du vide sanitaire était toujours scellée, intacte. Le treillis métallique qui couvrait l'entrée était boulonné en place, ne montrant aucun signe d'avoir été forcé ou endommagé. Pourtant, le grattement continuait, clairement audible même à l'extérieur de la cabane. Connor et Lucie échangèrent un regard. Si l'entrée du vide sanitaire était sécurisée, comment quelque chose avait-il pu se glisser en dessous ? Il n'y avait pas d'autres ouvertures assez grandes pour que quoi que ce soit de plus gros qu'une souris puisse entrer. Ils retournèrent à la cabane, mais aucun des deux ne put se rendormir. Le grattement continua de manière sporadique tout au long de la nuit, s'arrêtant parfois pendant 1 heure, puis reprenant avec une intensité renouvelée. Parfois, cela ressemblait à des griffes sur le bois. Parfois, cela ressemblait presque à des doigts grattant les planches. La distinction rendait Lucie profondément mal à l'aise. Lorsque l'aube arriva enfin, elle et Connor ne perdirent pas de temps pour se mettre au travail. Ils décidèrent d'ouvrir l'entrée du vide sanitaire et d'enquêter correctement. Quoi que ce soit sous la cabane devait être traité avant qu'ils ne puissent terminer leur travail d'hivernage. L'entrée du vide sanitaire se trouvait sur le côté nord de la cabane, une ouverture carrée de 60 cm couverte par un lourd treillis métallique boulonné à la fondation. Connor retira les boulons avec une clé de leur trousse à outils et enleva le treillis. L'ouverture révélait l'obscurité et l'odeur de terre humide. Connor s'allongea à plat ventre et dirigea sa lampe torche dans le vide sanitaire. Le faisceau éclaira un espace peu profond, à peine 60 cm de haut, rempli de roches, de terre et de décennies de débris accumulés. Il se traîna vers l'avant, se tirant dans l'espace exigu sur ses coudes. Lucie s'accroupit à l'extérieur de l'entrée, surveillant et tenant une deuxième lampe torche prête. La voix de Connor résonna de l'intérieur du vide sanitaire. Il rapporta ne rien voir d'inhabituel au début, juste de la terre et des roches sous le plancher. Puis sa voix changea. Il avait trouvé les éraflures, des entailles profondes dans le dessous du bois, assez fraîches pour que des éclats pendent encore des coupures. Les marques étaient étendues, couvrant de grandes sections du plancher au-dessus de l'endroit où ils avaient dormi. Quelque chose avait été là récemment, grattant les planches avec une force considérable. Mais le vide sanitaire était trop peu profond pour qu'un animal de grande taille puisse s'y mouvoir. Connor devait se traîner sur le ventre, à peine capable de tourner la tête. Il n'y avait pas de place pour un ours, ni même pour un gros raton laveur. Pourtant, les éraflures suggéraient que quelque chose de beaucoup plus grand qu'une souris les avait faites. Il se fraya un chemin jusqu'à l'entrée et en émergea couvert de terre, le visage troublé. Il dit à Lucie ce qu'il avait trouvé, mais ne pouvait pas l'expliquer. Les éraflures étaient là. L'espace était trop petit. Les faits ne concordaient pas. Ils discutèrent de partir immédiatement, d'abandonner le travail d'hivernage et de randonner ce matin-là. Mais ils étaient des professionnels avec un travail à accomplir, et rien ne les avait réellement menacés. Des bruits de grattement étranges n'étaient pas une raison suffisante pour laisser le travail inachevé et gaspiller une randonnée de 64 km. Ils décidèrent de continuer à travailler, mais prévoyaient de partir cet après-midi plutôt que de passer une autre nuit. Ils pourraient compléter la plupart des tâches essentielles d'hivernage en quelques heures s'ils travaillaient efficacement. La journée se passa sans incident. Ils scellèrent les fissures dans les murs, nettoyèrent la cheminée, retirèrent les aliments que les souris auraient pu atteindre, et sécurisèrent les fenêtres. Le travail était routinier et aida à normaliser la situation. En fin d'après-midi, ils étaient presque terminés. Lucie balayait le sol tandis que Connor vérifiait les verrous de la porte une dernière fois. C'est alors que Lucie remarqua quelque chose qui la fit arrêter de balayer. Entre les planches du sol, dans les interstices où la lumière d'en bas aurait pu filtrer, elle vit un mouvement.
Elle s'agenouilla et dirigea sa lampe torche vers l'interstice entre deux planches. Un œil la fixait en retour, un œil humain, injecté de sang et grand ouvert, la regardant directement à travers la fente dans le plancher, clignant des yeux. Lucie hurla et recula en trébuchant. Connor se retourna, exigeant de savoir ce qui n'allait pas. Lucie pointa vers le sol, vers l'interstice entre les planches. Connor attrapa sa lampe torche et regarda. Rien là maintenant, juste l'obscurité entre les planches. Mais Lucie l'avait vu clairement. Un œil humain la fixant depuis le vide sanitaire, trop peu profond pour qu'un être de taille humaine puisse s'y tenir. Ils prirent une décision en quelques secondes. Attraper l'équipement essentiel et partir immédiatement. Ils n'en discutèrent pas ou ne le débattirent pas. Ils savaient tous deux qu'ils devaient quitter la cabane sur le champ. Ils poussèrent les articles critiques dans leur sac, laissèrent le reste, et quittèrent la cabane presque en courant. Lucie tremblait si fort qu'elle pouvait à peine attacher les bretelles de son sac. Le visage de Connor était pâle et sombre. Ils commencèrent à randonner sans regarder en arrière, se poussant fort malgré le terrain difficile. Ils randonnèrent toute la nuit en utilisant des lampes frontales et la détermination pour couvrir une distance qui aurait dû prendre 2 jours. Ils ne s'arrêtèrent pas pour se reposer. Ils parlèrent à peine. Lorsqu'ils atteignirent enfin le départ du sentier à l'aube, épuisés et couverts de saleté, ils appelèrent immédiatement leur supérieur. Lucie lui dit qu'ils avaient rencontré une situation dangereuse à la cabane et avaient évacué. Elle n'expliqua pas quel genre de danger. Elle savait comment cela sonnerait. Leur supérieur envoya une autre équipe pour enquêter. L'équipe trouva la cabane exactement comme Lucie et Connor l'avaient laissée, travail partiellement terminé, une partie de l'équipement encore à l'intérieur. Ils vérifièrent soigneusement le vide sanitaire. Il était vide. Les éraflures sur le dessous du plancher étaient là, profondes et fraîches, exactement comme Connor les avait décrites. Mais l'espace était clairement trop peu profond pour qu'un animal de grande taille puisse s'y tenir. L'équipe termina le travail d'hivernage et partit sans incident. Leur rapport nota les éraflures inexpliquées, mais les attribua à un animal, peut-être faite sur une période prolongée par quelque chose de petit. Lucie demanda un transfert à un poste de bureau dans les 2 semaines. Elle dit à son supérieur qu'elle traitait une situation familiale qui nécessitait qu'elle soit plus proche de la civilisation. Connor quitta complètement le service forestier. 3 mois plus tard, il déménagea à Seattle et prit un emploi dans une entreprise de logiciels, aussi loin que possible du travail en arrière-pays. Ils ne restèrent pas en contact. L'expérience avait endommagé quelque chose entre eux, créé une connaissance partagée que ni l'un ni l'autre ne voulait revivre. Le service forestier scella l'entrée du vide sanitaire avec du béton plus tard cette année-là. Aucune raison officielle ne fut donnée pour la modification. La cabane elle-même fut marquée pour démolition le printemps suivant. Des contraintes budgétaires et une faible utilisation furent citées comme justification. Personne ne mentionna les éraflures ou les gardiens qui avaient évacué au milieu de leur mission. La cabane fut démolie en mai. Les rondins furent évacués par hélicoptère. La clairière fut laissée à repousser avec des broussailles et des fougères. Lucie travaille toujours pour le service forestier, mais elle n'acceptera jamais une mission en arrière-pays. Elle traite les permis, répond aux appels téléphoniques et aide à planifier les calendriers d'entretien des sentiers depuis un bureau confortable avec des fenêtres donnant sur un parking. Parfois, lorsqu'elle travaille tard et que le bureau est silencieux, elle pense à cet œil la fixant à travers les planches du sol. Elle se demande si, quelque part dans les profondeurs des forêts des Cascades, il y a d'autres cabanes, d'autres vides sanitaires, d'autres yeux qui attendent dans l'obscurité, regardant vers le haut, attendant que quelqu'un s'allonge pour dormir au-dessus d'eux. Et parfois, dans ces moments, elle se demande si ce qu'elle a vu était réel, ou si la forêt elle-même est vivante d'une manière qu'elle ne comprend pas, observant, attendant, se souvenant de ceux qui osent s'aventurer trop loin des sentiers balisés. Ces nuits-là, Lucie ne dort pas beaucoup. Elle reste assise, éveillée, écoutant les sons de la civilisation autour d'elle, se rappelant qu'elle est en sécurité maintenant, loin des forêts anciennes et des cabanes abandonnées. Mais au fond d'elle-même, elle sait que certaines choses ne peuvent pas être expliquées, que certaines choses ne veulent pas être trouvées, et que certaines choses attendent simplement, patiemment, dans l'obscurité sous le plancher.